Ce podcast vous est présenté par le Cannes Football Club. Mike Miller Music. Un podcast du Cannes FC entièrement dédié à l'Olympique de Marseille. Bienvenue à Un Phocéen à Montréal. Réalisé par un Montréalais au sang bleu et blanc. Suivez-nous sur le compte Twitter @OM à Montréal. Sans plus tarder, votre animateur, Adi Raphaël. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Un Phocéen à Montréal en collaboration avec le Cannes FC, bien évidemment, comme d'habitude, Adi Raphaël ici à l'animation. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense privilège de recevoir Mathieu Grégoire, journaliste du journal L'Équipe et qui est assigné à l'OM. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, tout va très très bien. Parfait, parfait. Écoute Mathieu, parle-nous un peu de toi en premier. J'aimerais juste comme ça que nos auditeurs soient au courant de qui tu es et de ce que tu représentes parce que, bon, quelqu'un qui suit bien le championnat français te connaît, mais beaucoup peut-être sont encore des initiés puis aimeraient en savoir un peu plus sur toi. Eh bien écoute Adi, je suis journaliste maintenant à couvrir l'OM depuis près d'une dizaine d'années. Je suis arrivé en 2009 à Marseille, un peu par hasard, hein. J'ai posé mes valises et j'ai tout de suite couvert l'actualité de l'OM. J'avais à l'époque 24 ans. D'abord pour Le Parisien aujourd'hui en France, qui est un quotidien national généraliste. Et puis après, depuis maintenant 3 ans, je suis en charge pour L'Équipe, qui est donc le principal quotidien sportif de France, un des gros médias sports de France. Et je fais partie d'une équipe de 4 personnes qui couvront l'actualité de l'OM, parce que c'est un feuilleton, hein, c'est le club où il y a le plus de journalistes détachés avec Paris et Lyon. Et donc on est 4, les 3 autres sont basés à Paris, et moi je suis basé à Marseille, ce qui fait que j'ai une spécificité aussi sur certaines questions, c'est-à-dire la question notamment des supporters. Je vais aussi à toutes les conférences de presse. Je suis vraiment l'homme sur place quand il y a vraiment une actu chaude. Par exemple, là récemment, les réunions entre supporters, joueurs et dirigeants quand ça chauffait un peu. Typiquement, c'est le genre de sujet que je vais traiter plus facilement. Je suis l'homme de Marseille de L'Équipe. Parfait, excellent. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, comme vous voyez, je suis très heureux de recevoir Mathieu à ce podcast-là. Merci beaucoup à Mathieu Lemay et à Patrick Julliard aussi de m'avoir mis en contact avec Mathieu. Donc, on va commencer comme d'habitude avec mon premier segment, le premier segment d'Un Phocéen à Montréal, où on revient sur l'actualité sportive du club de l'Olympique de Marseille. Donc, on commence par les deux derniers matchs de l'OM. Donc, en premier, on va commencer par le fameux déplacement à Bordeaux. Lors du dernier épisode, j'avais eu la chance d'avoir Corentin Pucelle ici avec moi et on avait parlé de ce déplacement-là, comme quoi l'OM n'a plus gagné depuis 1977 et ainsi de suite. Et ben, la tradition continue. L'OM s'incline sur le score de 2-0. Tu peux nous parler un peu du match, Mathieu? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Tes appréciations? Qu'est-ce que tu... Marseille a été très timide pour ce match. Ouais, la tradition continue, hein, ça fait partie des 2 plus longues séries. L'autre, c'est Saint-Étienne qui n'a pas gagné à Marseille, je crois, depuis 37 ou 38 ans, et qui n'a pas encore gagné cette année, vu que Marseille les a battus 2-0. Donc c'est vrai qu'avec la série bordelaise, ce sont un peu les deux malédictions, on va dire, du championnat de France. Cette saison, il y a une déception qui est nette aussi, qui est encore plus nette peut-être que par le passé. Ces derniers temps, on avait beaucoup de matchs nuls à Bordeaux. Là, la déception, c'est que on avait un Bordeaux quand même en face qui est très faible, hein, qui vit une saison compliquée, parce qu'il y a un effectif trop juste, parce qu'il a eu beaucoup de changements dans son staff. Hein. Ils ont consommé quand même 3 entraîneurs. Enfin, Paulo Sousa est le 3e entraîneur de la saison. Et c'est vrai qu'on se disait que Marseille, même si Marseille n'est vraiment pas brillant cette saison, avec un peu d'énergie d'enthousiasme et un peu de talent, il y avait quand même moyen de faire mieux, vu qu'il y a plus de talent à Marseille normalement que dans cette équipe de Bordeaux, encore une fois assez faiblarde. Mais il se trouve que ces Bordelais ont appliqué un plan, bien appliqué un plan à la lettre avec ce que leur a dit Sousa, hein, qui avait prévu une défense à 3, et puis aussi un axe brillant de Préville, très contrariant pour la défense marseillaise. Donc Bordeaux a été discipliné, cohérent, beaucoup plus que l'OM qui encore une fois était brouillon.
brouillon devant dans ses actions, brouillon derrière avec des erreurs défensives qui amènent le penalty de Bordeaux avec une main de Radonjic et surtout une mésentente incroyable entre Camara et Mandanda. Mandanda disant à Camara laisse. Camara décide de laisser sur le ballon aérien et il finit sur la main de Radonjic qui n'est pas habitué à défendre. Là, on peut en reparler, c'est encore un choix douteux de Rudy Garcia d'avoir mis Radonjic une bonne partie de la première mi-temps latéral gauche. C'était assez étonnant dans une défense à 5. Donc voilà, il y a eu ça, et puis après une équipe marseillaise qui se fait doubler la mise par Depréville qui résiste bien à Sakai et Camara pour inscrire un joli but. Donc une équipe de Marseille sans fond de jeu, sans fond de sauce, mais ça on y est habitué cette saison, mais là aussi sans ressort et sans individualité qui lui sauve la mise. On parlera du match de Nîmes où il y a eu quelques individualités qui là ont fait la différence. Mais à Bordeaux, il n'y a pas eu cette chance et Bordeaux a su la saisir. Effectivement, et puis si on regarde, juste pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, par exemple, si on regarde les statistiques de ce match-là, c'est vraiment quand même assez intéressant de voir que, point de vue statistique, l'OM a quand même dominé. Par contre, la domination, comme tu l'as dit, a été complètement stérile. On voit, par exemple, l'OM a eu 21 tirs au but, dont 5 cadrés pour 7 tirs au but pour Bordeaux. Bon, ils ont cadré les 7, mais n'empêche. 65% de possession pour l'OM. En tout cas, c'est quand même grave de voir une équipe de l'OM qui est supposée être supérieure à Bordeaux venir encore flancher une nouvelle fois à Bordeaux. Même s'ils ont changé de stade, la tradition elle continue avec le Matmut Atlantique, même le Parc Lescure avant, et puis maintenant le Matmut Atlantique où l'OM n'y arrive toujours pas. J'aimerais parler juste, j'ai noté un peu 3 joueurs parce que j'aime un peu parler des joueurs de l'Olympique de Marseille dans certains matchs. Tu as pensé que je vais commencer par Jordan Amavi qui fait une saison catastrophique, je pense, cette année, comme beaucoup à l'Olympique de Marseille, mais surtout Jordan Amavi, vraiment, il est fautif à 100% sur le second but marseillais. Bordelais. Et puis, toi, tu as pensé quoi de Jordan Amavi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jordan Amavi qui était à un moment présélectionné avec l'équipe de France, qui avait... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas pour lui? C'est une grande question, Adi. Effectivement, comme tu le soulignes, il a été convoqué en équipe de France en octobre 2017 après un début de saison réussi. Et il avait aussi réussi, on se rappelle, un gros match contre le PSG lors d'un classique au Vélodrome fin octobre 2017. Mais depuis qu'il est revenu de blessure, c'est-à-dire maintenant il y a plus d'1 an, on a un joueur qui est très 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 aléatoire, qui réussit un bon match sur 4, on va dire. C'est dur à dire parce que c'est quelqu'un qui normalement sait bien défendre, c'est quelqu'un de tonique, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup qui peut apporter beaucoup offensivement. Mais en fait, on a l'impression qu'il y a gros problèmes de concentration. Et dans la tête, on a l'impression que ça flanche en fait. Plus que physiquement, plus que techniquement, on a l'impression qu'il y a une déconcentration majeure et des moments où il sort complètement de ses matchs, peut-être après une passe ratée ou un fait de jeu. Et ben après, il se laisse dérouter, décontenancer. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez frappant. Donc il n'arrive pas à franchir un plafond et on retrouve effectivement le Jordan Amavi d'Aston Villa qui avait été désigné pire joueur d'Aston Villa en Championship lors de la saison 2016-2017, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, oui, il n'arrive pas à être focus sur quelque chose. Donc, je pense qu'il faut... Là, aujourd'hui, de toute façon, il y a très peu de chances qu'on le revoie, sauf si Sakai ou Sarr sont suspendus. Mais il faudra absolument le mettre en concurrence en fin de saison, enfin, pour la prochaine saison, pour essayer de lui apporter, de le remettre dans un bain où il baignera de façon un peu plus ludique, en se disant, voilà, il faut que je concurrence un arrière-gauche titulaire. Et voilà, parce que là, non, c'est mental, c'est mental. C'est vraiment mental et en plus c'est drôle parce que les supporters, je regarde un peu sur les réseaux sociaux un peu partout, puis les supporters, dont moi, on demandait un latéral gauche depuis peut-être 2 ans et ça fait 2 ans qu'il n'a pas de doublure. Et bon, maintenant c'est un latéral droit qui a pris sa place avec Hiroki Sakai qui fait de bons matchs d'habitude parce que bon, il se donne à fond Hiroki Sakai. Mais bon, on va passer au deuxième joueur dont j'aimerais parler sur ce match à Bordeaux, c'est Boubacar Kamara. Donc tu as parlé un peu en bref de la entente entre lui et Mandanda sur le premier but où il y avait main de Radonjic. Puis le problème avec Camara, c'est que
Oui, il est excellent. Pour moi, c'est un futur espoir, international français, je pense, selon moi, et j'en ai parlé dans plusieurs épisodes avant. Je trouve qu'il a vraiment le potentiel qu'il faut. Après, il faut qu'il continue à progresser, puis qu'il continue, qu'il soit pas blessé. Donc ça, c'est bien évidemment. Mais par contre, il s'est fait jouer un vilain tour par Depréville sur le deuxième but. Il a paru avoir 19 ans. T'as pensé quoi, toi, de... Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un. C'est peut-être parce que je suis pas à la base de Marseille. Hein, je suis de Tours, dans la région du Val-de-Loire et des Châteaux de la Loire, que nos amis québécois ont plaisir à visiter quand ils viennent en France. C'est peut-être mon tempérament qui fait ça, mais je suis pas du genre à m'enflammer trop vite. C'est-à-dire que Camara, quand j'ai entendu parler de possibilités d'équipe de France. J'ai entendu ça, hein. Ça parlait d'équipe de France pour Camara, alors qu'il y a au moins 10 ou 12 centraux qui sont devant lui aujourd'hui en France, Ouais, c'est trop tôt avec de grandes générations chez les jeunes. Il y a de très très belles générations de défenseurs centraux en France. Je me suis dit, attention, laissons-le tranquille, laissons-le mûrir. C'est quelqu'un qui dégage une certaine sérénité quand même, qui est appréciable pour un gamin de son âge, même si je trouve qu'il prend beaucoup de cartons. Vous regarderez, il prend beaucoup plus de cartons qu'un Tchaleta Tsar, par exemple. Il a moins de vices même s'il paraît beaucoup plus serein dans la relance, et surtout à son âge, il a moins de vices et moins de roublardise que Tchaleta Tsar, qui maintenant qu'il est bien installé, on a l'impression que Tchaleta Tsar a 10 ans de plus que lui, hein, alors qu'il en a que 3. Mais Tchaleta Tsar, on sent qu'il a beaucoup plus d'expérience du haut niveau. Donc, je pense que Camara, dans 2-3 années, se rapprochera de ce niveau de Tchaleta Tsar. Mais la défense centrale, c'est un poste. On ne juge un défenseur central que sur plusieurs saisons. J'ai envie de dire, un joueur ne se juge que sur, on va dire, il faut plusieurs matchs, plusieurs mois pour le juger. Mais la défense centrale, c'est comme du bon vin, quoi. De Touraine ou de Bordeaux, justement, il faut le laisser mûrir. Et effectivement, Camara va coûter des buts, Camara va rater des matchs. Ce match à Bordeaux est un match raté de Camara. Et il va apprendre comme ça, et puis petit à petit, il va réduire le nombre d'erreurs qu'il va faire, et il ne fera plus qu'une erreur, espérons-le, qu'un match tous les 10 matchs. Et voilà, il faut le laisser mûrir. Il manque encore, effectivement, parfois de roublardise, parfois de vice, parfois de problèmes de placement, parfois des prises de risques un peu insensées. Voilà, mais ça, c'est des positionnements sur des coups de pied arrêtés. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'été à Marseille, et il va y avoir beaucoup de changements, je pense. Mais s'il y a bien un petit truc sympa, c'est que la charnière Camara-Tchaleta Tsar peut s'installer pour quelques temps. Oui, j'espère bien. Et comme tu l'as dit si bien, il faut prendre du temps pour les défenseurs centraux. On dit d'habitude, selon plusieurs observateurs, on dit que comme quoi le défenseur central, son apogée, c'est entre 29 et 33 ans. Donc, il a encore le temps. Oui, je pense que ça sera Camara, plus tôt. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un temps où on voit que les joueurs maintenant vont éclore plus vite. Hein. Les Hummels ou les Ramos à 25 ans étaient déjà le top niveau. Mais c'est vrai qu'on va vite, on va trop vite. Déjà qu'il n'est même pas encore international espoir. Il a la Coupe du Monde des U20 qui va arriver, qui est un beau challenge. Mais voilà, déjà qu'il se fixe, qu'il joue à son poste, qu'il emmagasine de l'expérience. Il a été beaucoup tramallé entre le milieu, le poste de latéraux par Rudy Garcia et derrière. Là, maintenant, il se fixe petit à petit derrière. C'est très bien. Et il va effectivement mûrir tranquillement. Oui, exactement. Il faut lui donner le temps. C'est ça, moi, je parlais plus dans le futur, bien évidemment. Dans 2-3 ans, ce sera pas pour avant. C'est sûr que maintenant, il est encore trop jeune pour postuler à un poste à l'équipe de France. On va passer au troisième joueur. Et t'en as parlé un tout petit peu. Oui, il a joué en tant que latéral dans ce match-là, ce qui est quand même incompréhensif. Bon. Un latéral dans une défense à 5, on s'entend qu'il est un peu plus offensif qu'un latéral dans une défense à 4. Mais Radonjic, il y a un penalty, mais sur l'ensemble du match, je ne l'ai pas trouvé si terrible que ça. Et puis, j'aimerais avoir ton avis. Je trouve qu'il a des qualités. Je pense qu'il a besoin d'un peu plus de temps. Je vois que beaucoup de monde le critique. Mais moi, j'aime bien. Il se rend disponible. Il se crée des occasions. Il est encore jeune. Ça se voit qu'il n'a pas encore l'expérience du très, très haut niveau. Du niveau de l'Olympique de Marseille. Et bref, je ne sais pas ce que toi, tu en penses de Nemanja Radonjic. Radonjic, c'est quelqu'un qui
qui est comparé pour se faire chambrer un peu par les supporters de Marseille, mon cher Ali, de Clinton NJ blanc. Bon, je suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que ce soit un grand compliment. Et bien justement, pour comparer par rapport à Clinton, je pense qu'il a une belle marge de progression parce que il me semble plus voilà, il va falloir qu'il travaille son intelligence, son QI foot pour ne pas plafonner comme Clinton. Et faire des meilleurs choix. Pour l'instant, il y a beaucoup de mauvais choix. Il y a un vrai coffre qui lui permet quand même d'assurer le repli défensif et de se projeter assez vite, de répéter les efforts. Et après, maintenant, ça va être une question de lucidité dans les choix, de savoir se positionner, de faire attention au hors-jeu, de faire attention où sont les partenaires pour des centres en retrait. Voilà, il va falloir réfléchir. Et c'est pas gagné, c'est le plus dur. Mais voilà, c'est quelque chose où il peut s'améliorer. Et je l'attends sur ce niveau-là. Pour ce qui est de la finition, je pense qu'il va finir par en avoir. NJ en a eu aussi de la finition l'an dernier, a marqué quelques buts importants. Je pense que Radonjic finira par marquer aussi et donner des passes décisives. Mais moi, je l'attends surtout plus qu'un premier but ou une première passe décisive qui lui feront du bien. Je crois qu'il a quand même une passe décisive, si je dis pas de bêtises. Non, il a une avant-dernière passe pour Bounassar à Nice, mais lors du match aller. Mais je l'attends plus encore sur les choix. Voilà, sur arriver à jouer avec les autres, sur le QI foot. J'aimerais bien qu'il passe un step parce que il y a eu beaucoup de joueurs qui m'ont déçu sur ce côté-là à l'OM, sur les ailiers ces dernières années. Ouais, j'avoue. Moi, c'est ça, je parlais plus d'un point de vue potentiel. Je trouve que déjà, techniquement, il est déjà supérieur à Clinton G, mais ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que techniquement, il est meilleur que G. Clinton, oui, moi, je pense qu'il a plus de potentiel que Clinton, sachant que Clinton, quand même, encore une fois, je te redis, a été sauvé. Alors, c'est pas le cas cette année, mais il joue quasiment pas, mais a été sauvé par le fait qu'il marquait beaucoup quand même l'an dernier. Donc, c'est pas anodin de marquer un but en demi-finale de Ligue Europa contre Salzbourg, ou 2 buts à Amiens qui sauvent la tête de Rudy Garcia à l'époque. Ou le fameux but aussi en phase de groupe de l'Europa League qui permet à Konyaspor, ouais. À Konyaspor aussi, il faut pas l'oublier, qui est quand même extrêmement important. Exactement. Exactement. Ben, parfait. Ben, écoute, donc voilà, on a déjà parlé de ce déplacement à Bordeaux, encore compliqué. On espère que cette malédiction va finir un de ces jours, en tout cas de notre vivant. Et on passe au prochain match. Donc, l'OM recevait Nîmes. Bon, on s'entend que l'OM, mentalement, ça allait pas très bien après la défaite à Bordeaux. Puis, le match auparavant, on en avait parlé dans le dernier épisode où l'Olympique de Marseille recevait Angers, où l'OM était en train de s'imposer 2-0. Puis, ils se sont rattrapés 2-2 avec 2 pénaltys. Et puis là, on joue face à Nîmes. Et puis bon, on s'entend que logiquement, on devrait s'imposer à domicile contre Nîmes. Ce match-là, finalement, il termine sur effectivement une victoire de 2-1, mais ça a été très compliqué, je trouve. Ça a été assez stérile en première mi-temps. En deuxième, ça a été un peu mieux. Puis après, on commence à être habitué à avoir un penalty, 4 penaltys en 3 matchs déjà pour l'Olympique de Marseille. Et 5 penaltys en 4 matchs. Ouais, ben, c'est encore mieux. 5 pénaltys en 4 matchs. C'est incroyable. Et puis, ils sont tous logiques. C'est ça le pire. On peut pas, même si Rudy Garcia a tendance à dire en conférence de presse, ouais, je suis pas trop sûr. Pour moi, ils sont tous, bien évidemment, logiquement appelés. Ben, ça prouve en tout cas, on peut en débattre après de ça, mais ça prouve en tout cas qu'il y a une certaine fébrilité dans les gestes défensifs. On se rappelle que contre Angers, Stéphane Moulin avait dit, nous on a commencé à y croire quand Adil Rami à 2-0 pour l'OM a fait une mauvaise passe en retrait à Mandanda qui a fini en corner. Et on a senti de la fébrilité. Et en fait, c'est ça qui est assez étonnant avec Marseille et qui rendra la fin de saison compliquée malgré cette victoire contre Nîmes. C'est qu'on sent que tous les matchs vont être une lutte. Tous les matchs, il va falloir se sortir vraiment de parfois, je pense, d'impasse. Donc, il va falloir avoir montré du caractère. C'est ce qu'ils ont réussi à faire sur ce match-là grâce à Payet et plus encore grâce à Gustavo. Donc, ça a permis de battre des Nîmois qui étaient à leur 3e match en 7 jours. Qui n'avaient une défense expérimentale. Je pense que les Nîmois n'étaient pas très offensifs. J'attendais plus de Nice, mais en fait, Nice avait tellement une défense bricolée, avec quand même Hervé Liboyi, qui est un défenseur de Ligue 2, qui a 36 ans, avec Ripard, qui joue latéral gauche, alors qu'il n'est absolument pas latéral droit, alors qu'il n'est absolument pas latéral droit. Donc je pense que se sentir aussi peu sûr derrière a fait que les Nîmois n'ont pas beaucoup joué.
Et malgré ça, l'OM n'a pas réussi trop à s'installer. Ils ont eu quelques occasions, mais jamais sur des actions construites, souvent sur des petits coups de filou pour profiter des mauvais alignements nîmois. Donc ils ont failli en profiter en première période, ils ont eu quelques occasions comme ça. Et en deuxième, c'était un peu mieux, ça a un peu mieux joué. Et ils ont réussi à faire mal à Nîmes. Et en fait, la chance de l'OM, encore une fois, c'est d'avoir mis 2 buts de coup sur coup. Parce que c'est assez étonnant, mais depuis quelques matchs, dès que l'OM marque, on sent que on a l'impression qu'ils arrêtent de jouer, mais c'est même beaucoup cette saison, quoi, qu'ils ont peur en fait. Et après, les 15 dernières, 20 dernières minutes, c'était Nîmes qui donnait le ton. Nîmes a commencé à jouer à 2-0. Et c'était assez étonnant de voir Marseille reculer, Marseille manger dans les duels soudainement, et Marseille se faire peur. Et ça avait déjà été le cas contre Nice, où Nice n'avait pas fait peur comme l'a fait Nîmes, hein, mais à 1-0, les Niçois étaient passés à 4 au lieu de 5 derrière et avaient commencé à installer leur jeu. Et Nice, sur la fin de match, jouait mieux. Bon, ils ont tellement peu d'attaquants, Nice, qu'ils n'ont pas été dangereux, mais dans le jeu, ils produisaient plus que l'OM. Angers, à partir de la 35e minute, a produit plus de jeux que l'OM il y a 2 semaines. Donc c'est ça qui est assez étonnant, on voit que c'est des victoires quand même au forceps, là où on doit pouvoir quand même faire un peu mieux. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, en fait, et c'est Il vraiment n'y a pas de dommage. maîtrise, quoi. Exactement, il n'y a pas de maîtrise et je pense aussi, comme on a parlé dans ma vie de ce point de vue-là, je pense que toute l'équipe il y a un gros problème mental dans toute l'équipe. Ça se voit parce que je sais pas si c'est un problème de suffisance ou bien c'est un problème de ils sont pas assez confiants, donc ils se disent ok, il faut resserrer et puis il faut resserrer et puis pas encaisser de but. Je sais pas si c'est lequel des deux, mais en tout cas mentalement ça va pas bien. Est-ce que c'est la faute de Rudy Garcia? Est-ce que le préparateur mental est pas assez bon? Est-ce qu'il leur faudrait un autre? Est-ce que, en tout cas, il manque quelque chose à cette OM. Il manque C'est pas cet que esprit de du, maîtrise. c'est pas que du mental, hein, parce qu'on va pas expliquer le foot que du mental, pas que du mental, hein, c'est pas, sinon ça serait, tout le monde irait chez le psy et serait meilleur, tu vois, c'est le fait que déjà ils ont pas de fond de jeu qui leur sert de filet de sécurité, c'est ce que j'écrivais dans l'équipe hier. Ils ont pas ces garanties collectives en se disant, quand on va avoir un temps faible, c'est pas grave, on va tous courir les uns pour les autres, on va tous faire les efforts, on va bien être huilé et on va prendre un petit orage, mais c'est pas grave, on sera zen, il n'y aura pas de souci. Là, on va se prendre l'orage et on va concéder un penalty. On peut concéder un penalty à tout moment. On peut faire une erreur de marquage à tout moment. On peut faire une erreur de placement. Donc en fait, il y a du doute aussi sur chacun, doute de l'autre aussi. J'ai l'impression et doute de l'effort de l'autre. Et on a vraiment ce sentiment que cette équipe, elle n'est qu'une composition d'individualité, quoi. En fait, une addition d'individualité et que souvent, en première partie de saison, c'était Thauvin qui faisait la différence. À un moment, c'était Balotelli qui n'est plus du tout concerné. Là, on a l'impression ces derniers temps là qui a décidé de sortir sans blessure, mais de façon qui courait plus. Enfin, donc là, Dieu merci, il y avait Payet et Gustavo qui ont pris le relais, mais on a l'impression que ça joue jamais bien ensemble en même temps en fait. Et c'est ça contrairement à l'an dernier où on avait des vraies performances collectives abouties, notamment le 2-2 contre Paris, dans l'effort, c'était dans la solidarité, dans la cohérence, c'était très carré, tout le monde avait élevé son niveau, il n'y avait rien acheté quasiment. Là, oui, on va sortir Luis Gustavo et Payet, mais on va pouvoir dire aussi que Lopez n'a pas rayonné au milieu, par exemple. Non, effectivement. Là, on l'attendait un peu plus. Donc voilà, ça donne des matchs moyens et je pense aussi que la saison, c'est cette peur-là qu'il y a de se faire rejoindre ou ce manque de confiance dans ses qualités offensives ou défensives, c'est parce que la saison aussi elle est longue, quoi. Ouais, la saison elle est longue, elle est éprouvante, il y a eu tellement de trucs, de rebondissements, de trucs et tout, que je pense que c'est dur de s'enflammer et les joueurs ne s'enflamment absolument pas, hein, d'ailleurs.
on les sent prudents, quoi. Hein. Ouais, non, effectivement. En fait, j'aimerais juste appuyer ton point et puis voir si jamais moi j'ai vu une certaine corrélation avec quelque chose d'autre. Quand tu as parlé du fond de jeu, ainsi de suite. La seule fois où on a vu en 2018-2019 où l'Olympique de Marseille a fait du jeu, c'était lorsqu'ils évoluaient en 4-4-2. Ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses. Puis après, Ouais. oui, c'est vrai ils se sont fait rejoindre par Angers, où ils ont fait ce mauvais match. Face à Angers en 4-4-2. Mais depuis, Rudy Garcia a laissé tomber cette composition qui a été quand même, cette formation tactique pour revenir à un 4-2-3-1. Et puis là, on perd à Bordeaux. Puis là, on fait un match assez bizarre face à Nîmes. Est-ce que tu penses que pourquoi Rudy Garcia est revenu à un système en 4-2-3-1, peut-être pour pouvoir inclure Payet en 10? Mais en tout cas, je trouve ça c'est pour assez ça, ouais. bizarre. Quand tu as une formation tactique qui marche et où tu arrives à montrer du beau jeu, parce qu'on a vu de très bons enchaînements avec ce 4-4-2-là sur 3-4 matchs. Moi, je pense qu'arriver à un moment, écoute, il faut que ton club gagne. On s'en fout des bonus et des états d'âme de ton capitaine ou de n'importe quel joueur. Si ton équipe marche, ben, tu gardes la même formation tactique. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ce 4-4-2, 4-2-3-1. Bah, ce 4-4-2, ce 4-2-3-1, ouais, mais parce que je te dis, il n'y a pas de cohérence. Toute la saison, il a bricolé. Toute la Ouais. saison. Donc, oui, d'un côté, tu as raison. Comme 4-4-2 marchait, pourquoi ne pas le garder? Et en fait, il s'est dit là, le 4-4-2 n'a pas donné raison à Paris, puis après contre Angers. Ben, je change encore, quoi. Et peut-être qu'il changera encore si le 4-2-3-1 ne va pas bien. Donc, ouais, on a l'impression qu'il sait vraiment plus à quel sens jouer. D'ailleurs, c'est les retours qu'on a un peu du vestiaire, des consignes qui sont pas forcément tout le temps comprises. Et on sent qu'il a beau travailler, parce que c'est quelqu'un qui travaille, notamment sur les coups de pied arrêtés, etc., etc. Mais il n'y a pas de, il cohérence. n'arrive pas trop à trouver, il n'y a pas trop à trouver des solutions, en tout cas, Ouais, non, qui incluraient effectivement. tout le monde. Ben, on le voit, en tout cas, c'est pour ça que tout le monde Il navigue à vue, réclame en ça. fait, tu sais, là, quand tu es sur ton petit optimiste, voilà, tu vois pas plus loin que les 30 mètres devant, quoi, et t'essaies de t'y tenir, quoi. Non, effectivement, écoute, et tout le monde réclame sa tête maintenant à Rudy Garcia, et je pense avec raison. Même moi, j'ai pris du temps avant de réclamer sa tête, mais je pense que depuis le mois de février, je la réclame haut et fort. Mais bon, on va parler aussi, on va faire un peu la même chose. Je vais parler de trois joueurs un peu rapidement pour ce match de Nîmes, contre Nîmes, pardon. En premier, Valère Germain, je sais qu'il est plutôt absent dans le jeu quand il joue tout seul devant. Il est bien meilleur quand il joue avec un deuxième attaquant. Mais j'aimerais parler parce que j'aime pas juste parler du négatif, mais de temps en temps du positif. Valère Germain il est tellement bon de la tête. C'est son jeu de tête est Ouais. juste pas normal. Il a pourtant pas le physique il n'a pourtant pas ce qu'il faut pour avoir, mais il marque. Je pense un tiers de ses buts en carrière sont de la tête. C'est quand même magnifique, non? C'est effectivement un point très intéressant que tu soutiens. Il faut savoir que Germain, pardon, c'est pas quelqu'un qui a des qualités physiques hors normes. Bon, même s'il a un très bon cardio, il court tout le temps. Mais à part ça, si tu vois, par exemple, si tu vois l'entraînement, il y a une frappe de moineau anémié un peu, quoi. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu le regardes. Là, moi, j'ai vu jeudi, il a raté toutes ses frappes à l'entraînement. Et c'est vrai qu'il a une frappe de poussin, quoi. Quand tu vois Balotelli à côté qui met des mines incroyables. Donc il a pas de frappe d'une force de la nature, il n'a pas cette puissance qu'ont beaucoup les numéros 9 normalement. Donc en fait, il a optimisé ses qualités, que ce soit le goût de l'effort pour défendre, pour proposer des solutions aux porteurs du ballon, etc. Son positionnement entre les centraux, entre les lignes, etc. Donc cette intelligence de jeu qu'il a. Et donc une des autres caractéristiques de son jeu, quelque chose qu'il a vraiment mis en avant, c'est son jeu de tête. Et effectivement, autant il a des frappes qui sont pas tip top, autant son jeu de tête est vraiment intéressant, travaillé. Et voilà, on sent qu'il a fait beaucoup d'efforts et c'est aussi du gainage derrière, c'est aussi du positionnement pour exploiter au maximum cette qualité-là. C'est un joueur qui tire lui le maximum de son potentiel.
Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, avec ton analyse de Valère Germain. En tout cas, j'ai adoré son but et je pense qu'il avait marqué à peu près un but presque pareil à Monaco lors de la victoire 3-2 cette année. Puis je pense que Valère Germain est quand même un bon attaquant à avoir malgré ses défauts, mais ses qualités sont quand même intéressantes à avoir dans l'arsenal offensif d'une équipe de football. Je passe au prochain, la revanche de Luis Gustavo. Luis Gustavo qui enfin a été titularisé après plusieurs mois de disette. Puis je pense qu'il a fait un bon match contre Nîmes et il a même marqué un but. Il a beaucoup tenté, beaucoup de tirs, beaucoup bloqué. Beaucoup de ses tirs étaient bloqués, mais son but était quand même assez intéressant. On voyait sa rage, on voyait, il voulait se marquer ce but-là, il voulait reprendre confiance et je pense qu'il a réussi à faire ça. Oui, il y a eu, comme on l'écrit dans l'équipe la semaine dernière, il y a eu un moment charnière en février où Rudy Garcia voulait le placer en défense centrale et lui a dit je ne veux plus aller en défense centrale. Il avait déjà envoyé tous les signaux possibles et inimaginables depuis le début de saison pour dire qu'il n'en pouvait plus de ce poste-là. Et on se rappelle de dernières prestations encore ultra compliquées contre Lille et à Reims. Donc voilà, donc il était un peu mis à la cave par son coach qui ne le faisait rentrer que de temps en temps. Or c'est un joueur qui a besoin de rythme. Et on pensait que, enfin, pas forcément parce que moi, honnêtement, j'ai jamais pensé qu'il abandonnerait parce que c'est pas le genre, en fait, Gustavo, comme je l'ai expliqué déjà dans le journal par le passé. C'est quelqu'un qui, s'il est déçu, fera le point en fin de saison. Et en fin de saison, il décidera peut-être de partir à ce moment-là. Mais c'est pas le genre à aller se répandre dans la presse, ou à faire la gueule à ses coéquipiers, ou à mettre une mauvaise ambiance dans le groupe. Ou voilà, c'est quelqu'un de focus, focus, focus. Peut-être que cet été, il décidera de partir en disant voilà, moi, je trouve que cette année, j'ai pas été utilisé à ma juste valeur et à mon poste, etc. Mais en tout cas, il le fera de façon réglo. Et, euh, et aujourd'hui, Gustavo, il prend une certaine revanche. Parce qu'il est installé d'entrée, parce qu'on voit qu'au début c'est compliqué, il fait beaucoup de fautes et tout, mais petit à petit, lui il a besoin de ça, il a besoin de courir, il a besoin de trouver, tu vois, la zone orange, quoi, tu vois, entre le moment où il est dans le dur et le moment où il est bien. Il a besoin de trouver cette zone, et cette zone-là, il faut qu'il court pour ça, il faut qu'il fasse des efforts et tout. Il a vraiment besoin de ça. Et il l'a trouvé, il a eu ce bonus qui est ce but, ce joli but, voilà, qui rappelle qu'il a un bon pied gauche. Et il apporte une réponse éclatante à ses détracteurs. Après, on verra s'il arrivera à garder ce niveau jusqu'à la fin de saison, mais en tout cas, ça prouve que c'est quelqu'un qui ne lâche rien et c'est très agréable que ce soit lui qui offre la victoire à l'OM Ouais. samedi. Ouais, c'est assez intéressant, effectivement. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes épisodes. Pour moi, Luis Gustavo, c'est un 6. Puis il avait tendance à un peu trop monter en début de saison. J'aime pas, je trouve pas bon quand il va un peu trop vers l'avant. Cette fois-ci, ça a marché pour lui. Mais comme je l'ai C'est dit, son il y jeu. a eu, C'est son jeu. L'an dernier, il allait beaucoup vers l'avant. L'an dernier, il a marqué beaucoup de buts. Il a amené côté gauche. Il décalait pour le latéral gauche. Donc, c'est son jeu. Non, je crois pas justement que ce soit un 6 pur, moi, parce que je pense que Strootman est plus un 6. Gustavo, pour moi, est plus un 8 et il a, en tout cas, lui a besoin, même s'il est pas, on peut pas dire que c'est la définition du box-to-box, tu vois. ouais, Mais non, non. il a besoin quand même ouais, mais il a besoin d'avoir un jeu qui s'en rapproche, tu vois. Donc, pour moi, oui, sur ça, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ok, Je pense qu'il ok. faut le laisser courir aussi vers l'avant. Ah ben moi, t'as vu, je pense le contraire. Pour moi, c'est Strootman qui est plus un 8 et puis Gustavo qui est plus un 6. Mais Ah bah, bon, tu vois, mais chacun son c'est avis et clair. ça, je le respecte. Et puis, je vais parler enfin du troisième joueur, juste parce que je pense qu'il a fait, pour une fois, depuis le début de la saison, un match, comment dire en mon québécois, correct. Donc, un match où il a été juste pas mauvais. Et je pense que c'est Dimitri Payet. Je pense il a montré de belles choses durant ce match-là. 3 passes clés, il a donné une passe décisive. Il a même aussi donné un bon ballon à Radonji qui a Mm. manqué son 1 contre 1. En tout cas, j'ai trouvé qu'il a été quand même assez bon, Dimitri Payet, dans ce match-là, au poste qu'il affectionne, au poste de numéro 10. T'as pensé quoi de son match, Mathieu? Je l'ai trouvé effectivement intéressant. Effectivement, il n'a pas une activité incroyable. Il y a des moments où on se demande où il est. Mais n'empêche qu'il a retrouvé de la justesse sur le coup de pied arrêté. Au début, c'était très compliqué. Mais donc, il y a cette passe sur corner pour Germain et c'est bien l'essentiel.
Et puis il y a quelques passes laser, effectivement, pour Thauvin en deuxième période sur le but refusé, ou pour Radonjic, comme tu le soulignais en première période, et le face-à-face raté du Serbe. Donc voilà, il apporte quand même à 50, 60, 70%, il apporte quand même un danger pour l'adversaire, quelques situations de but. Et c'est agréable de le voir là. Ça sera plus compliqué sur les matchs à l'extérieur, évidemment. Oui, effectivement. Bon, bah, bref, maintenant, on passe enfin au calendrier d'ici au prochain podcast, parce que comme vous le savez, mon podcast est aux 2 semaines. Donc, il y aura le déplacement à Guingamp et puis un match à domicile face à Nantes. Guingamp qui est maintenant 19e et puis Nantes qui est 15e à l'heure où se parle. On est aujourd'hui le lundi 15 avril. Pour ce qui est de l'OM est maintenant 5e avec 51 points. L'OM se retrouve à 2 points de Saint-Étienne qui est 4e, qui a aussi gagné hier et qui est en feu. Et Lyon qui continue les mauvaises performances aussi et qui a 56 points, qui est 3e. Donc il y a 5 points entre l'OM et Lyon. Je voudrais juste parler de ces deux matchs-là. Écoute, Mathieu, est-ce que je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Si jamais l'OM n'a pas de victoire, à ce moment-là, il y a un énorme problème avec de Marseille. Puis je pense qu'on pourra même plus penser à la 5e place et on tombera plus bas. Je sais pas ce que tu penses. J'ai du mal à être rationnel parce que ce championnat est tellement étonnant avec les crises déjà qu'a vécu Monaco, la saison ultra compliquée de l'OM, maintenant la crise à Lyon. Lyon aurait dû tuer le championnat, enfin le podium ça devrait être fini, hein. Si Lyon n'avait pris ne serait-ce que 4 points, 3 contre Dijon et un petit point à Nantes, aujourd'hui il serait à 9 points à 6 journées de la fin, ça serait terminé, hein. Donc oui, tu es obligé de toute façon de regarder ce qu'ils vont faire, tu es obligé de regarder ce que fait Saint-Étienne, parce qu'on oublie un peu facilement Saint-Étienne. Mais oui, de toute façon, tu es obligé de gagner un maximum de matchs. Ouais, Donc, mais c'est ça, c'est 2 matchs quand même qui sont assez à la portée de l'Olympique de Marseille, et puis ce serait grave de ne pas s'imposer chez le 19e, puis à domicile face au 15e. Donc si jamais ils veulent rien n'est espérer... gagné. Par contre, sur ça, autant je pense que pareil, Lyon est en difficulté aussi et va avoir besoin de gagner aussi. Autant c'est pareil pour Marseille. Il n'y a pas un match facile. Il n'y a pas un match facile. Moi, je me bats contre cette idée-là. Il y a plus de match facile. Là, contre Angers, Bordeaux, Nîmes, on l'a vu. Donc, tu vas aller à Guingamp. Guingamp, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné le Guingamp, loin de là. Ah Bien non. sûr qu'il faut gagner, mais Guingamp, moi, je m'en méfie beaucoup. Je pense qu'en fait, je pense que cette équipe, comme je te disais tout à l'heure, dès qu'il y a un peu de contradiction et des contrariétés, voilà, elle a du mal. Et aujourd'hui, cette contradiction, ces contrariétés, elles arrivent où? Elles arrivent notamment à l'extérieur. On a une équipe qui est, je crois, 10 ou 11e à l'extérieur, hein. Avec peu de victoires à l'extérieur. On a eu quoi comme victoire à l'extérieur? On a eu Nice, on a eu Monaco, on a eu Dijon, on a eu Amiens, et il doit m'en manquer une. Ça doit être une équipe de fond de classement encore. Monaco, Nice. Attends, oui, je l'ai dit Monaco, Nice, Dijon, Amiens. Ah, on doit en avoir une qui traîne. Où est-ce qu'elle traîne encore une petite victoire à l'extérieur? Bon, ça me reviendra peut-être, tu vois, mais c'est pas beaucoup. Je vais chercher de mon côté, mais attends, je vais te dire. L'OM a élu 5 victoires à l'extérieur. 5 victoires à l'extérieur, donc il m'en manque une. Dijon, Amiens, Nice, Monaco. Attends, c'est quand la dernière? La dernière, je crois que c'est Dijon, hein. On va aller voir. Donc, tu vois, la dernière, c'est Dijon. Effectivement, la dernière, c'est Dijon. Il y a Caen. On a gagné à Caen. Ah, voilà, tu as gagné à Caen. C'est ça. Bon, ben voilà. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais et à Caen, tu t'es pas baladé, hein. Ouais, non, vraiment pas. Vraiment pas. T'as pas là, regarde bien, hein, sur les 5 victoires à l'extérieur, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais à part à Amiens, et encore, c'est grâce à Flotov en fin de match, tu n'as pas une seule fois 2 buts d'écart, hein.
Non, effectivement. Donc tu n'as aucune marge à l'extérieur. Parce que tu n'as aucune marge en fait dans la contrariété. Donc à domicile, je pense que l'OM peut battre Nantes, même si Nantes, avec Ailiodzic, on sait qu'ils sont capables parfois de trouver des ressources, mais il n'empêche qu'ils sont quand même moins forts que chez eux, plus prenables que chez eux. Donc je pense que l'OM peut gagner contre Nantes. Je m'inquiète pas trop sur ça, mais par contre les matchs contre Guingamp et contre Strasbourg, ça va être très compliqué. Strasbourg, ce sera extrêmement compliqué, mais ça, ce sera pour le Ça va être prochain très compliqué. épisode. Ça va être Mais très, ce très sera très, compliqué. très, très compliqué, Donc, effectivement. à Strasbourg, voilà, avec- donc il faudra gagner et puis regarder ce que fait nos amis lyonnais, quoi. Voir un petit peu ce qu'ils font, et nos amis stéphanois, les surveiller du coin de l'œil, ils ont toujours 2 points d'avance. Exactement. Ben, en tout cas, c'est parfait parce on va continuer dans cette optique-là et on va continuer avec le second segment où je te pose la question. À 5 points de Lyon, l'OM peut-il encore espérer la 3e place? Je vais juste revoir rapidement les calendriers des deux équipes, mais aussi je vais ajouter le calendrier de la Saint-Étienne qui est 4e. Donc les 3 équipes, on va parler un peu de ces calendriers-là. Donc juste pour mettre en perspective, donc on commence par l'OM. L'OM se déplace à Guingamp, reçoit Nantes, se déplace à Strasbourg, reçoit Lyon, se déplace à Toulouse, puis reçoit Montpellier. Donc, on a le match contre Montpellier, le match à Strasbourg, le match à Lyon, qui sont quand même 3 gros matchs. Le reste, comme tu l'as dit, ça peut être des matchs pièges. Pour Lyon, Lyon reçoit Angers, se déplace à Bordeaux, reçoit Lille, après se déplace à Marseille, reçoit Caen, puis se déplace à Nîmes. Je pense que Lyon a un calendrier extrêmement difficile avec les déplacements à Bordeaux et à Marseille. La réception de Lille qui est 2e, qui est aussi assez intéressante. Puis après, ils ont 3 matchs qui sont plutôt à leur portée avec face à Angers, face à Caen, puis à Nîmes. Et enfin, la Saint-Étienne qui se déplace en premier au Stade de Reims, reçoit Toulouse, va à Monaco, reçoit Montpellier, reçoit Nice, puis après se déplace à Angers. Et je pense aussi que le calendrier de l'AS Saint-Étienne est quand même très, très, très compliqué parce que Reims, c'est pas très facile d'aller gagner là-bas. À Monaco a repris un peu du poil de la bête, donc ils sont un peu mieux depuis le retour de Jardim, donc ça va pas être simple pour la Saint-Étienne. Recevoir Montpellier qui est pas très loin derrière, hein. Montpellier est à 48 points et 6e derrière à 3 points de l'OM. Après, ils ont Nice qui est toujours on sait jamais sous quelle lumière ils vont se présenter. Des fois, ils sont très bons et ils offrent de très bons matchs. Des fois, ils sont un peu moins bons. Puis après, le déplacement à Angers, qui est quand même un déplacement toujours très difficile, à Angers, qui est quand même assez défensif. Donc bref, ces calendriers-là, tout reste possible, comme tu l'as dit. Sauf que, est-ce que tu penses que c'est possible encore que l'Olympique de Marseille se réveille sur les 6 derniers matchs? Moi, je suis pas très confiant, mais je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais c'est sur les calendriers, c'est ce que je te dis. Marseille, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a 3 matchs à l'extérieur, 3 matchs à domicile pour chacun. Oui. Ça, c'est quelque chose qui compte pour moi, quel que soit l'adversaire. Je pense que ça fait vraiment la diff pour les équipes. Surtout pour Saint-Étienne et Marseille, qui sont bien meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Donc, il y a une vraie différence. Donc pour eux, voilà, c'est là que ça se joue. Tu peux dire que les matchs à domicile, c'est un petit avantage, mais il n'y a pas de 4-2 ou de 2-4, tu vois. Donc ça, c'est une première chose. Et l'adversaire, regarde, Angers-Bordeaux sont pas censés être des adversaires contre qui tu perds trop de points là pour Marseille. Donc tu pouvais faire normalement au moins 4 points, t'en fais 1. Donc Lyon perd contre Dijon à domicile. Ouais, ça c'est incompréhensible. Hein. Non, mais c'est incompréhensible et j'ai presque envie de te dire, est-ce que Lyon ils vont pas faire un match beaucoup plus sérieux contre Lille parce qu'ils sont meilleurs contre les grosses équipes. À domicile, ils ont battu Paris, ils ont battu Saint-Étienne, ils ont battu Marseille. Est-ce qu'ils sont pas largement favoris contre Lille? J'ai envie de te demander la question, je sais pas, hein, mais donc je me dis que Lyon aime bien les gros matchs. Ouais, donc, mais Lille est en feu aussi après leur victoire hier. Lille est en feu, mais si tu veux, Lille, de toute façon, maintenant, ils ont 8 points d'avance, donc Lille est tranquille. Je veux dire, Lille n'est pas dans l'obligation de. Si Lille perd à Lyon, ils n'ont aucun stress, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment pas. Tu vois, ils n'ont plus de stress parce que Lille, d'ici, en plus, c'est dans 2 matchs encore, donc à 4 journées de la fin, Lille peut très bien faire un bon résultat encore à Toulouse, et après, ils ont un autre match à domicile, donc je pense que Lille est très tranquille, hein. Lille, ils se sont offert une victoire bonus hier à Lille. Hein, donc Lille avait 2 gros matchs qui lui restaient.
et qui pouvait permettre à Lyon d'y croire, c'était Paris et Lyon. Là, ils ont passé l'obstacle parisien, ils ont 8 points d'avance à 6 journées de la fin. je n'ai aucune inquiétude pour eux et je pense que eux, ils vont aller à Lyon sans la moindre pression, tu vois. Donc, tu vois, j'ai du mal à, honnêtement, c'est pas que je fais la langue de bois, mais à visualiser ce que vont pouvoir donner les équipes sur le calendrier. Effectivement, peut-être que Lyon est santé, je sais pas, mais Lyon a peut-être un calendrier un peu plus compliqué que celui de l'OM, mais il a aussi 5 points d'avance quand même encore. Donc c'est beaucoup 5 points. Donc, Ok, je vais te poser la question un peu plus directement. Faut-il espérer encore que l'OM accroche le podium? bah forcément. Mais j'ai envie de te dire forcément. Il reste 5% de chance, 5 ou 10% de chance que l'OM soit sur le podium. Donc il faut y croire encore, ouais. Ouais. Ok, parfait. Il faut y croire encore. Je veux juste pas que je veux juste pas être trop déçu. Moi, sincèrement, j'y crois plus. Pourtant, je l'avais dit au début de la saison, avant même que la saison commence, j'avais dit que l'OM sera sur le podium à la fin de l'année. Moi aussi, culpa. j'avais mis Paris premier pour tout te dire, Adi. J'avais mis Paris premier évidemment, et après j'avais mis soit Lyon deuxième, soit Marseille, et pareil, soit Lyon deuxième, soit Lyon troisième, soit Marseille troisième. Exactement. C'était Mais exactement. pour moi, ce que je voyais un podium assez simple à dessiner. C'était pour moi une année quand même où Lyon ou Marseille pouvait être assez facilement le dauphin de Paris, quoi. Ouais, effectivement. Là, ce qui nous a vraiment surpris avec Christophe Galtier, en tout cas. Bon, Ouais. donc c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir donné ton avis par rapport à ça. Puis on va passer au troisième segment. Je pense que ce sera le segment qui va faire couler le plus d'encre. Déjà, il a fait couler beaucoup d'encre et je pense que c'est le sujet dont tout le monde parle maintenant aux alentours de Marseille et en Ligue 1 en général. Question pour toi. On va commencer, avant d'élaborer, on va commencer par un oui ou un non, ou bien peut-être. et après, on va élaborer ce point de vue-là. Est-ce que pour toi, le Champions Project de Frank McCourt, Jacques-Henri Hérault est mort? Il est mort dans sa forme initiale, oui. Il est mort dans sa forme initiale. Je pense qu'aujourd'hui, on va. Ben, déjà, tu sais pourquoi il est mort, Adi? Pourquoi? Parce que le président Hérault lui-même l'a renié. Il y a de cela quelques semaines, c'était avant le match contre Saint-Étienne, je pense, si je te dis pas de bêtises. Il a fait une conférence pour des abonnés OM Nation. Okay. Et pendant cette conférence au Vélodrome, il a dit oui, c'est ridicule tous ces journalistes et ces suiveurs qui parlent de projet OM, de OM Champions Project, qui le mettent à toutes les sauces. Il faut arrêter avec ça, on en fait trop. Voilà. Donc moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu sidéré parce que je me suis dit, attends, l'OM Champions Project, c'est pas l'invention de Mathieu Grégoire à l'équipe ou Jean-Claude Leblanc à la Provence, ou tu vois, on a de l'imagination, mais c'est pas nous qui mettons OM Champions Project, OM Campus, OM Nation, OM Next Generation Project, OM Tour. Enfin, c'est pas nous qui faisons tous ces slogans à l'américaine et tout ce discours de communication qui est quand même assez fatigant à la longue. Donc j'étais assez surpris qu'ils disent ça et je me suis dit vraiment ça prouve que même lui d'une certaine façon il renie un peu son bébé et qu'il veut passer à autre chose et peut-être un projet ou en tout cas plus modeste dans son propos en tout cas, tu vois. Donc oui, cette première phase, elle est terminée. Cette phase où on dit on veut concurrencer le PSG, on va se battre chaque année avec le PSG. On voit que tu as beau mettre 200 millions, tu balances, c'est même de pire en pire. Donc tu ne les concurrences absolument pas. Et de un, et de deux, tous les côtés, on va multiplier les recettes, on va gagner plein de pognon. Pas du tout. Tu peines à développer tes recettes de stade. Tu as un peu plus de sponsoring avec Puma, mais tu en as. Pour le maillot, c'est toujours la croix et la bannière pour trouver un gros contrat. Tu es en déficit, donc ta masse salariale a explosé, mais tes recettes ont simplement se sont un petit peu améliorées, tu vois. Donc il y a un décalage. Tu as pris les trentenaires vieillissants et en fait, tu aurais pu faire un coup l'an dernier avec la Ligue Europa
Qui aurait pu valider cet OM Champions Project? Ça aurait été l'OM Ligue Europa Project, finalement, avec un beau trophée, tu vois. Mais bon, ça, malheureusement, l'OM a buté sur la dernière marche. Mais sur ce qui est de ce projet-là, je pense qu'ils sont en train de le rénover. En attendant, quand même, en se disant il y aura des nouvelles positives, avec de nouvelles recettes, avec les droits TV qui vont augmenter, etc. Mais en attendant, on va réduire un petit peu la voilure. Et de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Voilà, on n'a pas le choix. On va réduire un peu la voilure. Une équipe un peu plus jeune. On va refaire un peu de trading. Et tu sais, ils nous disaient, ouais, nous, on n'est pas comme Lille, on n'est pas comme Monaco. On va pas faire du trading, quoi. Bah, si, au bout d'un moment, tu es obligé de le faire parce que même tous les clubs européens le font. Le fair play financier le demande. Donc tu es obligé de vendre des joueurs un peu. C'est con, c'est comme ça. Mais Oui, justement, tu vas être obligé d'être un peu plus souple. Tu vois, ils sont pas souples, en fait, l'OM. Ils sont arrivés avec leur stratégie, ils sont arrivés avec leur truc. Ils voulaient apprendre le foot à la terre entière. Ils se moquaient, mais des Lillois. Alors, attention, le projet Lillois, il y a de gros défauts aussi, hein. Mais ils s'en moquaient comme si c'était, voilà. Mais sauf que, les Lillois, ils vivent une belle saison quand même. Donc, au bout d'un moment, mets un peu d'eau dans ton vin, essaie d'être un peu plus souple. Regarde ce que tu peux faire. Et aujourd'hui, ils n'ont pas su, pour moi, assez préparer l'avenir au niveau de la post-formation, en prenant des joueurs qui, voilà, un effectif, ça se régénère assez souvent. C'est fini les gens qui passent. Ils avaient une vision très passéiste du foot, tu vois. Ouais, non, j'avoue. On prend des trentenaires qui vont rester 15 ans au club. Ouais, super. On prend Mandanda, on prend Payet, on prend que des joueurs qui ont joué à l'OM. Enfin, tu vois, il n'y avait pas trop d'innovation, pas trop de trucs. Quand tu penses que Pépé, il était à 2 doigts de signer à Marseille il y a 2 ans et demi, moi, j'ai du mal à le digérer, tu vois. Il y a 2 ans, en janvier 2017, tu vois. J'aurais aimé qu'il y ait de l'audace un peu à ce moment-là. Non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs faites par la direction. Par contre, j'aimerais juste un peu rectifier. Moi, ce que j'ai compris du Champions Project, j'ai compris que la première phase, en amenant des trentenaires, c'est d'amener un peu des gens avec de l'expérience internationale, avec des gens avec d'expérience d'un certain niveau, pour essayer de hisser le club à toujours progresser pendant les premières années du projet. Donc, le but, c'était la première année, on a fini 5e. La deuxième année, c'était de finir 4e. Puis cette année, c'était de finir sur le podium. Et moi, c'est là où je pense que le Champions Project a pris un coup. Si jamais l'Olympique de Marseille, même maintenant, si jamais l'Olympique de Marseille termine 3e, financièrement et point de vue de structure d'un projet Champions Project, ça fait du sens. Mais je pense pas qu'on finira 3e, ça c'est autre chose. Si jamais l'OM finit 4e... T'as l'impression que ça fait du sens si l'OM, même imaginons l'OM est 3e, ils seront 3e avec 10 points de moins minimum que la saison dernière. Tu as l'impression que l'équipe a progressé, tu as l'impression que les gens se sont régalés au stade, tu as l'impression que... Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as l'impression d'une progression. Moi, j'aurais pas l'impression d'une progression même si t'es 3e. Honnêtement. Hein. Ouais, non, je comprends. Mais pour moi, j'aurais l'impression d'une progression point de vue sportif, point de vue classement, point de vue résultat. Parce que bon, on s'entend que finalement, on a beau le dire, je sais que nous, on est supporters et puis nous, on supporte le club et nous, on est derrière le club et le club doit être le meilleur possible et doit se rapprocher des premières places, effectivement. Mais d'un point de vue purement entrepreneurial, parce que finalement, c'est une entreprise. L'Olympique de Marseille, malheureusement, même si on n'aime pas l'entendre, c'est le cas. Si jamais ils arrivent 3e, financièrement, ça ira beaucoup mieux parce qu'il y aurait tout ce qui arrive avec la Ligue des Champions, ainsi de suite. Ça permettra de passer à la phase 2 du projet, qui est à ce moment-là et que je pense un peu trop tard. Je pense qu'il aurait fallu panacher dès le début, en fait. Ouais, je suis d'accord. Que le coup de faire une fusée comme ça qui progresse et tout, en fait, c'est penser que le foot est une science de long terme. Et en fait, mais pas du tout. Enfin, dans tous les clubs, le Real Madrid a des crises, Manchester United a des crises, ils doivent se séparer parfois d'entraîneurs. C'est parce que le foot, c'est surtout gérer l'adaptation, c'est anticiper. Et finalement, ils n'anticipent pas tant que ça. Non, ça c'est anticiper et c'est être souple aussi sur ses idées, savoir s'adapter, savoir vendre un joueur comme quand il y a une offre pour Anguissa. Tu dois savoir t'adapter, est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le gardes pas. C'est des choix qui se posent tous les jours. Eux, ils sont arrivés avec leur gros sabot, leur gros projet. Ils se sont dit, on fait ça. Mais finalement, après la saison dernière, moi, je suis désolé, parce que moi, je raisonne aussi en termes d'émotion. Et le fait, si ton stade est rempli cette année,
C'est C'est à parce cause que de l'année passée. tu as été en Ligue Europa l'an prochain. Et si tu es troisième cette année, je te garantis que ton stade ne sera pas plus rempli l'année prochaine que cette année. Parce que cette année, tu bénéficies de l'effet Ligue Europa. Il y avait une folie dans la ville, il y avait une folie dans la France. Et il y a quelque chose qui s'est créé. Cette année, il n'y a rien qui se crée. Donc si c'est pour être troisième et ne rien créer, c'est un petit peu emmerdant. Ensuite, tu te rapproches pas, tu combles à peine le fossé pour Paris. Donc c'est-à-dire qu'après, tu vas être peut-être deuxième. Bon, ben voilà, ben super. Non, aujourd'hui, il faut quand même, il serait bon quand même de viser des coupes. Il serait bon de Ah oui, améliorer, ça, c'est vrai. il serait bon Les au moins de proposer un meilleur spectacle. Et ça, cette année, il y a une vraie régression sur ce côté. L'an dernier, tu en as eu assez souvent pour ton argent. Cette année, c'est beaucoup moins le cas du Ça, point c'est de vue vrai. du public. Ça, c'est complètement vrai. Voilà. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, si tu as la Ligue des Champions, je précise quand même à nos auditeurs québécois que ça te permettra d'avoir un peu plus de respiration au niveau du mercato. C'est-à-dire que tu pourras avoir allez, 30-40 millions d'euros que tu vas pouvoir un peu dispatcher sans être obligé de vendre cet été. Mais ça n'empêche pas que tu vas devoir vendre en juin des joueurs là. Bah oui. Parce que la Ligue des Champions, c'est pour la saison prochaine, pour équilibrer un peu tes comptes la saison prochaine. Sur cette saison, tu vas terminer à moins 80 millions assez largement. Donc ça sera une petite bouffée d'oxygène pour les dirigeants. Mais ça, j'ai envie de te dire, ouais, d'accord, mais de toute façon, tu as tellement de chantiers à faire. Donc, Bah oui, moi, bah oui, moi, bah oui. moi, je m'en fous qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient pas d'argent, en fait. Je veux juste qu'ils aient des idées, tu vois. Bah oui, Je je veux, suis d'accord je veux avec juste ça. qu'ils aient des idées, je veux juste voilà, qu'ils aient préparé d'autres choses, qu'ils aient un plan si Garcia s'en va, qu'ils aient un remplaçant pour Mandanda, qu'ils préparent l'avenir sur ce poste-là, qu'ils aient des latéraux, qu'ils aient des trucs. J'ai envie de ça. Après, l'argent, de toute façon, McCourt, on a la chance quand même d'avoir un proprio qui a été assez sérieux, qui a dit ce qu'il a fait, qui a fait ce qu'il a dit, pardon. Donc sur ça, j'ai plutôt confiance en lui. Mais même s'il pourra maintenant, il pourra plus remettre tous les ans au pot, quoi. Mais j'ai assez confiance en lui. Mais après, j'ai envie de dire, c'est son problème, quoi. Oh non, effectivement. Effectivement, Enfin, on et n'est c'est... pas là. Moi, je vois des gens qui me disent, ah ouais, mais le projet lillois, Ouais, non. dans 3 ans, dans 4 ans, sera coulé. Mais Je dis oui, non, non. oui, mais ok, peut-être le projet lillois dans 3 ans, 4 ans, mais n'empêche que cette saison. Ils passent une belle saison, ils sont contents. Voilà. Oui, non, effectivement. Et juste Voilà, pour revenir sur le projet lillois, il ne faut pas oublier que l'année passée, c'était un fiasco total. Donc, bien sûr, mais ils se sont plantés, ils se sont adaptés. Voilà. Exactement. Donc là, maintenant, l'Olympique de ça. Marseille s'est planté. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'année prochaine? Oui, mais C'est ça qui m'intéresse. sauf que tu vois, quand tu me dis, ouais, si on est troisième et tout, j'ai peur de ça, j'ai peur que justement. Mais on ne sera pas troisième, Mathieu, donc t'en fais pas. Oui, On ne sera pas troisième. non, mais moi, d'un côté, attends, moi, je suis un peu partagé parce que d'un côté, j'ai envie de. Moi, je suis l'OM depuis 10 ans, comme je te disais, ça fait 6 ans que j'ai pas fait de match de Ligue des Champions, que je vois pas mes potes aller voir des matchs de Ligue des Champions à Marseille. Ça me fait un peu chier, tu vois. Je vois mes potes qui sont supporters de Paris, de Lyon, eux, ils vont voir des matchs de Lille maintenant, ils vont voir des matchs de Ligue des Champions. Moi, ça me fait un peu chier de me dire, putain, on va pas voir un match de Ligue des Champions, tu vois, encore à Marseille. Ça m'embête vraiment. J'ai vécu des moments extraordinaires, Brandao à San Siro, j'y étais, voilà, Dortmund, quand on gagne 3-2 là-bas, j'y étais, tu vois, donc j'ai vécu des grands moments et tout, donc ça me fait un peu chier et tout, quoi. Mais par contre, si t'es troisième, et c'est pour te dire, comme a fait Lyon, l'erreur de Lyon, de dire on garde Genesio parce que statu quo, ben non, si tu fais ça, tu vas aller dans le dur l'an prochain. Non, mais voilà, je suis d'accord. Et encore une fois, une bonne purge, des fois, ça fait du bien. Monaco a eu des saisons qui ont été un peu plus compliquées. Ils ont su rebondir. Ils ont eu des saisons où leur trading, ça n'a pas marché. Puis après, ça a marché grâce à leur entraîneur et à des choix qui ont été meilleurs. Ils ont réussi à être champions. Là, cette année, ils ont payé le fait qu'ils se sont plantés. Et ben l'an prochain, tu verras que Monaco, ils seront de retour. Tu verras. Il y a des moments, tu vas te planter un peu. Mais il faut juste savoir se dire, je me suis planté. Et ça, est-ce qu'ils en sont capables Franck McCourt, je ne sais pas parce qu'on ne le voit pas assez. Est-ce que Jacques Henry est capable de se dire je me suis planté? C'est une grande question. Parfait, donc ça va assez bien parce que tu fais une ouverture sur mes prochaines questions. Est-ce que pour toi, Garcia a-t-il encore sa place à l'OM, quel que soit le résultat en fin d'année, ou est-ce que ça va dépendre du classement à la fin de l'année pour décider le sort de Garcia? Le côté président, moi je pense que s'il est sur le podium, je pense qu'il le garde, sans problème.
s'il est troisième. Moi, je vais te répondre très simplement à Adi parce que depuis le début de saison, depuis la prolongation, en fait, je me dis qu'il soit troisième, enfin qu'il soit à l'époque, on pouvait être encore deuxième, hein, Ouais. qu'il soit deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, je pense que il ne faut pas le virer en milieu de saison parce que tu t'es piégé de toute façon avec la prolongation. Effectivement. Donc j'ai jamais pensé qu'il fallait le virer en milieu de saison. Puis en plus à l'OM c'est toujours très périlleux si t'as pas de plan B. Mais par contre j'ai toujours dit il faut tourner la page en fin de saison. Voilà. D'accord. C'est Donc, quel que pas, soit, quel c'est que pas que je soit. sois fan ou pas de Garcia, c'est que je pense, je raisonne en termes de cycle. Ouais. Je sais ce que ça donne Marseille, comment c'est compliqué, voilà. Et là, je vois plutôt une régression qu'une progression et beaucoup de signes compliqués pour la suite pour lui, notamment la défiance du public, la défiance des supporters dans une grande majorité, un discours qui ne passe plus même avec nous les suiveurs. Et un discours aussi qui ne passe plus beaucoup aux joueurs, tu vois, se fâcher avec Rod Fanny ou Henri Bédimo, enfin, ou mentir à Bédimo et compagnie pour maintenir son groupe, ça a fonctionné un temps. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'est dupe dans son vestiaire de ses discours, tu vois. Donc, sur le long terme, la méthode Garcia, elle commence un peu à s'effriter, tu vois, auprès de son Non, je suis vestiaire. d'accord avec toi. Je suis Donc, d'accord avec toi. Et c'est je intéressant ce que pense tu as dit. je pense qu'il faut changer, voilà. Ouais, ben c'est intéressant ce que tu as dit parce que point de vue, tu as dit point de vue à la place du président, si jamais il finit troisième, oui, il devrait garder son poste et c'est ce que toi tu aurais fait en tant que président ou c'est ce que tu penses que le président ferait, ou sinon, mais tu penses personnellement qu'il devrait quitter. Moi, pour moi, je pense effectivement exactement comme toi, même que je pense que même s'il finit quatrième, même s'il finit cinquième, oui, il faut passer à autre chose. S'il finit troisième, je pense que t'as pas le choix que de le garder parce que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens envers les autres entraîneurs que tu vas engager dans le futur. Tu as atteint ton objectif, même tu as amélioré ton objectif, puis tu es renvoyé. Ça va pas trop passer. Puis sur la feuille de route de l'Olympique de Marseille pour aller chercher un nouvel entraîneur plus tard, je pense que ce sera un peu plus compliqué. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait une chronique dans l'équipe il y a pas longtemps sur ça, sur les entraîneurs. Je trouve qu'on leur donne trop de pouvoir en fait. Je trouve que Lyon s'est créé un problème sur Genesio, comme si Genesio avait besoin d'une réponse en avril et pas en mars et pas en juin sur son avenir, comme si Garcia il avait besoin de le prolonger en octobre. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Real Madrid, tout le monde est sur eux là, que Genesio, Garcia, c'est des mecs que toute l'Europe veut. Non, non, je suis désolé, un coach, ce n'est pas quelqu'un d'irremplaçable. Les clubs évoluent. Nice s'est remis du départ de Puel en prenant Favre parce qu'ils avaient anticipé. Maintenant, Favre était convoité, ils savaient qu'il partirait. Ils ont pris Vieira. C'est du travail classique dans les clubs. Si Ouais, si tu travailles bien ton coach en amont et tout, si là tu as peut-être un plan déjà travaillé pour la suite que tu as déjà verrouillé, tu peux déjà avoir préparé le successeur de Garcia, qu'il soit troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Garcia, Attends, Garcia, c'est Guardiola. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que l'Olympique Oui, de parce que Marseille tu a eu du renvoies un autre mal. message. Non, Mais non, parce que regarde, l'Olympique de Marseille a un problème avec Eric Guéret. Et je pense que beaucoup de supporters l'ont encore à travers la gorge. Et je pense que la raison pourquoi Garcia avait été prolongé, c'est parce qu'effectivement, il avait fait une super belle année, puis il voulait pas faire une deuxième Eric Guéret. Donc, ils l'ont prolongé au mois d'octobre. Après, je suis d'accord avec toi, les entraîneurs ne sont pas si importants que ça. Sauf que non, mais c'est pas que les entraîneurs sont importants, mais sont remplaçables. C'est ça que tu voulais dire. voilà, personne n'est remplaçable. Personne, mais il n'y a aucun joueur qui est remplaçable non plus. Aucun joueur, aucun Je suis président. d'accord avec toi. Il n'y a pas un club qui s'est arrêté de tourner. Tu me parles de Guéret. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de gens qui me disent, ouais, Guéret, c'était super. Voilà, j'en ai pas qui me disent c'était super. Ça a provoqué quoi, Guéret? Ça a provoqué une crise institutionnelle au niveau de Diouf-Labrune. N'empêche que ça n'a pas eu d'incidence sur les résultats sportifs parce que tu fais quand même une belle fin de saison avec Guéret. Et après, tu es champion avec Deschamps. Donc au final, ça n'a pas eu d'incidence. Et aujourd'hui, je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas un supporter il n'y a pas un supporter, mais vraiment, hein, il n'y a pas un supporter qui se serait étonné que Garcia ne soit pas prolongé. Je pense qu'ils se sont, il aurait fallu soit le prolonger l'été dernier, soit tu le prolonges l'été dernier, soit tu le prolonges cet été, mais tu ne le prolonges pas en milieu de saison, surtout quand tu vois que le début de saison est compliqué, quoi.
Mais point de vue des entraîneurs, OK? Toi, tu es un entraîneur, tu cherches du travail, puis tu vois qu'un certain Rudy Garcia se retrouve, à la fin de cette année-là, maintenant, 2018-2019, se retrouve troisième de Ligue 1, malgré un jeu mauvais, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le haut et les bas, et ainsi de suite. Toi, tu es un entraîneur qui cherche du travail. Tu vois que Jacques Herrero, malgré le fait que Garcia a atteint son objectif, renvoie Garcia. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que ça t'encourage de venir t'engager dans un club où le président, même si tu as atteint ton objectif, te fout dehors? Je sais pas, c'est là, c'est comme je dis, je fais Ouais, l'avocat du diable. Je fais l'avocat du diable, mais j'essaie de me mettre dans ouais. la peau Je d'un sais pas. entraîneur qui est à la recherche du travail. Je sais pas, et moi je suis entraîneur aussi. Je vois peut-être que jamais un coach n'a eu autant de pouvoir à l'OM, a fait autant de choix mercato qu'il voulait. Euh, ben, je sais pas si les choses sont dites clairement. Je peux te donner un exemple, moi, Ouais. Galtier à Lille. Galtier, ils lui ont dit tu t'occupes pas du recrutement. Voilà, ils lui ont dit tu t'occupes pas de recrutement. Campos et Lopez, ils lui ont dit c'est notre business. C'est nous qui faisons ça. Toi, on va te fournir, tu nous dis à quel poste tu as besoin, mais par contre, à chaque fois, on te promet tu auras 5 6 choix. Et ben Galtier, il arrive, quand Ballo Touré s'en va, il a 5 ou 6 mecs. Tac, il y a lui, il y a lui, il y a lui. C'est que les profils qu'il veut. Parce qu'ils ont anticipé, C'est ça, ils lui il ont demande le trouvé des profil, le solutions. rôle et C'est tout. ça, il y a de la transparence, il y a des trucs. Si tu es transparent, Mais c'est si ça, tu c'est comme dis, ça que ça devrait marcher, parce qu'un directeur si tu dis sportif, voilà, c'est... Garcia, Garcia, tu expliques à l'autre coach, ben, je sais pas, peut-être que maintenant on va valoriser plus Zoubi, on n'arrive plus à travailler à trois, et on est arrivé au bout du système, et puis tu peux dire juste fin de cycle, et on passe à autre chose, et on prend un autre coach. Et honnêtement, dans le milieu du foot, qui est quand même un milieu où il y a beaucoup de gens roués et madrés, je t'annonce qu'il y en a pas qui viennent à Marseille en courant. Hein. Ils vont pas se dire ah, le pauvre Garcia, il s'est fait. Tu vois, ils le savent hein, de toute façon, hein, que même à Marseille, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Hein. Non, Donc, effectivement, effectivement. au Je vois, contraire, je au vois ton contraire, point de si, vue. au contraire, si tu es président, tu peux dire voilà, nous on se sépare de Garcia parce que voilà, on pense qu'il y a fin de cycle. Tu es mon nouvel entraîneur, a dit Raphaël. Oui, a dit, écoute, on se sépare de Garcia à la nouvelle fin de cycle, mais tu vois, on est quand même des gens très corrects et de confiance. On ne l'a pas viré pendant la saison alors qu'il était dans le dur. Ouais, Voilà. Hein. effectivement, et c'est vrai que ça conforte un entraîneur potentiel. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, bref, donc je pense qu'on est d'accord sur le fond, point de vue Ouais, Rudy c'est Garcia, intéressant. comme quoi c'est la fin. C'est la fin, hein, c'est vraiment la fin, puis il va falloir qu'il paye cette clause. On parle d'une dizaine de millions pour pouvoir se débarrasser de lui. Mais je pense que ça va devoir se faire, malgré les pertes de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il va devoir y avoir des ventes, dont Florian Thauvin, si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, il a dit lui-même qu'il serait plus là. Est-ce que possible qu'on vende aussi des joueurs à fort potentiel comme Morgan Sanson, comme d'autres joueurs qui ont ce potentiel-là d'amener des thunes pour pouvoir réduire ce Hmm. déficit puis payer la clause de Garcia. Ouais, moi je pense que c'est possible. Après, la Bien plupart sûr. des cadres aussi vont s'en aller, les cadres au gros salaire. Moi, ça m'étonnerait pas de voir Payet partir, de voir même Gustavo partir, ça m'étonnerait pas du tout. On verra ça, mais c'est sûr qu'il y a une fin de cycle quelque part. Rami va partir sûrement, Rolando va partir sûrement, ainsi de suite. Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans le mercato d'été, mais je pense que tant que l'Olympique de Marseille ne s'est pas débarrassé de Rudy Garcia, ils vont pas pouvoir passer à ce prochain cycle. Et je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et j'aimerais revenir sur une autre question. Euh, Selon toi, Hero a encore sa place? Zubizarreta a encore sa place? Sur Hero et Zubizarreta, Oui. je pense qu'il faut réarticuler le processus de décision et le modus operandi entre les trois. Voilà. Entre l'entraîneur, si c'est Garcia ou un autre, entre Zoubi, lui laisser peut-être plus de place, plus de choix, plus de panachage dans les choix de mercato, et que Hero doit peut-être aussi lui laisser la place, peut-être un peu plus en com, à son directeur sportif, parce que je trouve que c'est un bon DG, mais je le trouve pas très bon dans le côté politique, côté com. Je trouve clivant et un peu sans affect. Or, Zoubi peut peut-être apporter ça. Voilà. Tu vois, c'est une question de mieux répartir les rôles et de se dire, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, je suis bon là-dessus, je suis moins bon là-dessus, et voilà. Donc, pour toi, si je comprends bien, tu aimerais avoir un entraîneur un peu à la Christophe Galtier du point de vue où il a un rôle un peu plus effacé, qu'il n'a pas vraiment son mot à dire sur le recrutement, ben, en tout cas sur
il a vraiment son mot à dire parce Non, je dis il que donne son non, profil. non, non, Puis non, moi après, je. Zubi qui a les clés du recrutement, qui va lui dire, bon, OK, tu as besoin d'un latéral gauche qui est offensif et qui est offensif, qui monte souvent. Ouais. Ben voilà, tu as 6 joueurs. Voilà, choisis un de ceux-là. Puis les rôles à ce moment-là sont assez répartis. Parce que maintenant, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Mathieu, c'est qu'effectivement, maintenant, je comprends pas la place de Zubi dans ces trois-là. Zubi Zareta, on sent qu'il a pas de place. Hero fait la communication, Garcia décide de tout, puis Zubi Zareta, il fait quoi? Et il a l'air de rien faire. Mm. Mais je suis d'accord avec toi. Une belle répartition de rôles qui est importante, je pense. Parfait, ben écoute, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais sinon je pense. Non, non, bah, c'était un plaisir de débattre. Franchement, tu vois, on est allé sur des trucs vraiment très intéressants où voilà, j'ai pu donner mon avis de fond. Donc, non, non, c'était vraiment très, très agréable. Bah parfait, bah merci beaucoup d'être venu encore une fois. J'espère pouvoir te réinviter une autre fois. J'espère que tu auras le temps pour moi une prochaine fois aussi. Avec Euh, plaisir. Est-ce que tu pourrais parler à nos éditeurs comment te suivre, comment pouvoir discuter avec toi? Je pense que tu es sur Twitter maintenant. Oui, tout à fait. Je suis sur Twitter, @Sergei. Pourquoi Sergei? Juste comme ça, je suis curieux. Alors pourquoi Sergei? Parce que quand j'étais étudiant à l'école de journalisme, on s'était mis des Twitter, ça remonte, hein, c'était les débuts de Twitter en 2007. Et j'avais mon ami Alexandre Ross, qui est chef de service Omnisport aujourd'hui à l'équipe, tu vois, donc on connaît depuis très longtemps, qui a un blond costaud et qu'on appelait Rouskov, tu vois, le Rouskov, le parrain de la mafia russe. Et quand on faisait des folies, on faisait n'importe quoi, on se bagarrait et tout. Et moi, j'étais Sergueï, l'homme de main biélorusse. Voilà, c'était nos petits surnoms de Rouskov et Sergueï. Et il y en avait d'autres. Il y avait Henri Sekel qui est au monde aujourd'hui. Il s'appelait Sekelinho. Enfin, on avait tous nos petits surnoms. Et c'est mon surnom d'école de journalisme, du coup, qui a donné mon arrobas Twitter. J'ai jamais changé. Je trouvais que c'était un petit peu Ah bah aussi, oui. quoi. Ben oui, non, je te comprends très très bien. Ben écoute, encore une fois, Mathieu, merci beaucoup de ton temps. C'est comme ça que va se finir notre nouvel épisode d'InfoCA à Montréal en collaboration avec le CanFC. Merci encore de nous avoir écoutés et on se reparle dans 2 semaines pour le prochain épisode en espérant de meilleures nouvelles de la part de l'Olympique de Marseille. Ça marche, merci Adi, merci encore. Et puis je vous embrasse tous et allez l'OM. Je sais pas comment, si vous avez un cri de guerre spécial au Québec. Je dis tout le temps allez l'OM à la fin, donc comme tout le Voilà, monde. Allez parfait, l'OM. parfait. Allez l'OM.